Allez, il est 20h30 pile. Comme on avait dit, on va s'y mettre tout de suite. Bienvenue à toutes et tous à cette soirée organisée par le Centre culturel de Bertry concernant la mort du cash et l'accessibilité bancaire. Alors, on en parle beaucoup sur les réseaux sociaux, des articles dans les journaux, ça fait beaucoup de débats. En tout cas, c'est un sujet assez clivant. On va essayer de démêler un peu tous les arguments pour tout le monde et puis avoir différents points de vue, des expériences de terrain aussi, et puis des éclairages un peu différents, notamment un point de vue croisé sur les monnaies locales, par exemple. Et donc, merci à Pascal Bouillon pour l'organisation de cette soirée. Merci à Financité aussi de l'avoir co-organisé avec nous. Et merci à Jonas Dambourg qui est là dans les coulisses. Alex et Didier à la technique. Allez, courage les gars, on va y arriver. Ça va être super. Ne vous inquiétez pas. Un petit mot sur Financité pour commencer rapidement. Donc, Financité, c'est une ASBL dont le but est de développer de la recherche, de l'éducation, de l'action en matière de finances responsables et solidaires, et notamment via une série de publications, de rapports, d'animations, de webinaires comme ce soir, et aussi via des soutiens à des groupes de monnaie locale. Pour plus d'informations, financité.be. D'accord, au revoir. C'est une soirée mouvante, comme vous pouvez le voir. On aura plusieurs thèmes dans cette soirée. On va commencer déjà par aborder la question de la disparition du cash. En tout cas, merci de nous avoir invités à parler de ces sujets que sont l'avenir du cash et puis les questions d'accessibilité bancaire. Ça nous occupe beaucoup en ce moment chez Financité. Alors, je vous propose donc effectivement de commencer par le cash avec quelques données. C'est vrai que j'ai mis mort du cash avec un point d'exclamation, puisque une question qu'on va certainement se poser, c'est est-ce que le cash est en train ou serait en train de disparaître parce qu'il y aurait un moindre intérêt de la part des citoyens pour l'utilisation de la monnaie liquide, ou est-ce que ce n'est pas plutôt une prophétie auto-réalisatrice voulue par le secteur bancaire et toutes les entreprises qui émettent des moyens de paiement sous forme électronique? Alors, je vous propose de commencer par regarder quelques données et après se poser des questions sur la particularité du cash. Alors, si l'on regarde quelques chiffres, c'est vrai qu'un point intéressant ces dernières années, c'est que l'on assiste à une baisse du nombre des distributeurs. Et c'est vrai que le distributeur de billets reste le moyen le plus aisé pour accéder à l'argent liquide. On a connu un pic en termes de nombre de distributeurs en 2010 en Belgique et vous voyez que ce nombre a continué à diminuer, notamment du fait de la disparition des agences bancaires, puisque la majorité des distributeurs de billets sont installés dans les agences bancaires. Mais ça, on n'a encore rien vu, puisque le projet actuellement en train d'être développé par BNP Paribas, Fortis, ING, KBC et Belfius, appelé Batopin, donc c'est un acronyme, vise à effectivement diminuer de manière conséquente le nombre de distributeurs de billets dans l'ensemble du pays. Alors, ce qui est annoncé par ces 4 banques dans le cadre de ce projet, c'est que on devrait avoir une meilleure répartition des distributeurs de billets en Belgique dans les années qui viennent, puisqu'aujourd'hui, les distributeurs de billets seraient très mal répartis, ce qu'on ne peut pas contester, c'est-à-dire que très souvent, effectivement, les agences bancaires, avec leurs distributeurs de billets, sont concentrées, on va dire, autour d'une place principale, les principales rues commerçantes, et qu'on a d'autres lieux qui sont absolument non équipés en distributeurs de billets. Je n'ai pas repris là, mais on a aussi une carte chez Financité des distributeurs de billets où par région, on s'aperçoit qu'effectivement, il y a plus de distributeurs de billets, évidemment, dans des grandes villes comme Bruxelles, et plus en Flandre qu'en Wallonie. Et il y en a bien sûr plus dans les régions, dans les communes riches, entre guillemets, que dans les communes où les gens ont moins de revenus. Donc, le projet annoncé par ces 4 banques, donc, qui s'appelle Batopin, c'est permettre à 95% de la population d'avoir accès à un distributeur de billets pour retirer de l'argent à moins de 5 km. Et en matière de dépôt, c'est permettre à 90% de la population d'avoir aussi un distributeur de billets à moins de 5 km.
Et avec ces distributeurs de billets, on garderait certaines fonctionnalités que nous connaissons aujourd'hui, à savoir la possibilité de changer le code PIN de la carte, de consulter le solde de son compte pour les clients des 4 banques qui sont impliquées dans ce projet. Mais si on regarde les choses de manière très concrète, on s'aperçoit qu'en fait, cela va entraîner la suppression des 5062 distributeurs de billets qui sont aujourd'hui présents dans les 4 agences, dans les agences des 4 banques concernées, sachant que ces 4 banques font plus de 70% des distributeurs de billets aujourd'hui présents sur le marché, et que ces 5062 distributeurs de billets vont être remplacés d'ici 2024-2025 par des distributeurs neutres, c'est-à-dire qu'il n'y aura donc plus aucun distributeur dans les agences bancaires, et que ces nouveaux distributeurs de billets appelés neutres seront installés sur entre 650 et 700 emplacements sur l'ensemble du pays. Donc, il faut imaginer un peu ce que ça donne en termes de lieux où on pourra encore retirer de l'argent. Il est clair qu'avec une distribution de la sorte, toutes les communes ne seront pas servies et Batopin d'ailleurs ne s'en cache pas. Alors, comment cette répartition sera faite? Eh bien, Batopin utilise un algorithme sur la base de données collectées auprès des quatre banques sur le nombre de retraits, le nombre de clients, le montant moyen des retraits, les lieux de passage. Donc, ils utilisent notamment les outils qui aident, par exemple, des groupes comme, je dirais n'importe quoi, Zara, à installer un magasin dans un emplacement qui est effectivement recherché par la clientèle. Donc, ils utilisent l'ensemble de ces données pour déterminer où seront ces 650, 750 emplacements et qui certains seront équipés d'un appareil, d'autres de 2 ou 3 appareils. Pour l'instant, effectivement, ils privilégient les endroits où, pas forcément où les centres-villes, comme c'était souvent le cas aujourd'hui, mais plutôt les endroits où les gens passent, c'est-à-dire les gares, les aéroports, les centres commerciaux. Alors ça, c'est pour l'accès, donc qui effectivement va fortement diminuer. Donc à côté du projet Batopin, il y a un autre projet qui s'appelle Jufico, qui est la mise en commun des moyens entre des banques plus petites comme Bipost, Argenta, AXA Bank, qui elles plutôt mutualisent la gestion de leur parc de distributeurs, mais qui vont continuer à conserver les distributeurs au sein de leurs agences. Si on regarde maintenant la question de l'usage, parce que l'accès aux distributeurs, c'est vrai que ce sont des décisions qui sont prises par les banques elles-mêmes. D'ailleurs, si on regarde le projet Batopin, sans même consultation des usagers, sans consultation des élus locaux sur les meilleurs endroits où implanter ces distributeurs. Maintenant, si on regarde du côté du cash, parce qu'on a l'impression, à écouter en tout cas le secteur bancaire et les promoteurs des moyens de paiement électroniques, qu'en fait, il y a un désintérêt très fort de la part de la population pour l'utilisation du cash dans la vie quotidienne. Alors, on ne peut pas le nier, il y a une baisse de l'utilisation du cash par rapport à il y a quelques années. Mais si on se fie à une information fiable, c'est-à-dire une étude qui a été faite par la Banque centrale européenne pour toute la zone euro, dont les résultats ont été publiés à la fin de l'année dernière sur la base de données collectées en 2019, on s'aperçoit qu'en Belgique, jusqu'en 2019, en tout cas, 58% des transactions totales des particuliers étaient effectuées en espèces, que ces paiements représentaient 33% de la valeur de toutes les transactions effectuées par les particuliers. Ça conduisait donc en termes de régularité à peine un paiement journalier par personne qui était fait en liquide contre 0,4 qui était effectué par carte. Alors, à mettre ça effectivement en relation avec le nombre de retraits. Comme vous avez vu tout à l'heure sur la carte, le nombre de distributeurs de billets a baissé, mais évidemment, le nombre de retraits a aussi suivi la même courbe, puisque plus il est difficile d'accéder à un distributeur de billets, moins on effectue de retraits, mais par contre, on s'est rendu compte que le montant moyen des retraits avait augmenté. Donc, comme on peut voir en tout cas à partir de cette étude de la Banque centrale, il y a certes une diminution du cash, mais il n'y a pas une réduction drastique de l'utilisation du cash, comme cela est annoncé souvent par le secteur bancaire. Il y a aussi une étude très intéressante faite par la Banque centrale européenne, en tout cas une étude régulière même, c'est qu'il n'y a jamais eu autant d'argent liquide en euros en circulation dans la zone euro et hors zone euro. Donc, si on ne s'occupe pas de la hors zone euro, parce qu'effectivement, l'euro est considéré comme une monnaie de réserve, un peu comme le dollar, donc il y a évidemment un certain nombre
de personnes qui détiennent des billets en euros en tant qu'outil de réserve. Mais si on regarde dans la zone euro, comme vous pouvez voir sur cette courbe, il n'y a jamais eu, ça c'est la courbe bleue, il n'y a jamais eu autant d'euros en circulation dans la zone euro. Tout simplement parce qu'il y a 2 études récentes qui sont venues expliquer ce phénomène, c'est qu'en période de crise, de manque de confiance, on a une tendance à vouloir garder des billets un peu comme un matelas, comme une réserve. C'est là que par rapport à toutes les discussions qu'on a sur le cash, c'est intéressant de garder à l'esprit que le cash sert de moyen de paiement, mais ce n'est pas qu'un moyen de paiement, c'est aussi un moyen tout à fait, qui peut être discutable peut-être, mais c'est aussi un moyen de conserver son argent autrement qu'en le dépensant. Alors, pour lancer un petit peu le débat sur la question du cash, c'est que très souvent, ce que évidemment les banquiers ne mettent pas en avant, c'est que le cash a une nature très différente des autres moyens de paiement. D'abord, le cash est un bien public, c'est-à-dire qu'il est hors marché, il est émis par les banques centrales, là où les autres moyens de paiement sont émis par des sociétés privées. Ce qui pose évidemment la question de si un jour on devait voir le cash disparaître, se poserait la question de la totale dépendance de notre système de paiement à des sociétés privées. On cite souvent l'exemple de la Suède comme étant une des sociétés les plus avancées en matière de non-cash. Mais il faut savoir que très récemment, en fait, les autorités suédoises ont un petit peu fait marche arrière parce qu'ils se sont rendus compte du danger qu'il y avait pour un pays à avoir un système de paiement qui serait complètement dépendant du secteur privé. Et puis aussi parce que, comme on va juste le voir dans quelques instants, en fait, ça nous rend aussi complètement dépendants des outils techniques, de la technologie, des pannes informatiques, etc. Donc, la question du cash, c'est la question de notre indépendance vis-à-vis d'un système de paiement qui serait privé, et c'est aussi une question de sécurité. Le cash a aussi cours légal dans la zone euro, c'est aussi un point qu'on oublie souvent, c'est-à-dire que normalement, on ne peut en aucun cas refuser un paiement par cash, ce que l'on ne vérifie pas toujours en Belgique, et comme on a pu le voir pendant la crise sanitaire, certains commerçants, certains prestataires de services, aussi invités par les autorités nationales et ainsi que par le secteur bancaire, effectivement, se sont autorisés à refuser le cash. Mais il ne faut pas oublier que le cash a cours légal dans la zone euro et que normalement, on ne peut pas le refuser comme mode de paiement, sauf qu'on a effectivement des plafonds. Comme par exemple, on ne peut pas faire un paiement au-delà de 3 000 € lorsque l'on est un particulier. Particularité aussi du cash, c'est qu'effectivement, il permet, comme je l'ai rapidement déjà évoqué, il permet de faire face à des crises majeures. On n'est pas à l'abri de pannes informatiques, on en a déjà connu. On n'est pas à l'abri de cyberattaques. Autre élément important dans les aspects clés du cash, c'est qu'il permet de limiter notre dépendance aux banques, puisqu'il permet d'accéder à notre argent sans passer par un intermédiaire privé. Imaginez ce qu'on commence à voir, je ne sais pas si vous avez vu aussi les annonces d'ING qui maintenant va taxer d'un taux négatif un certain nombre de comptes d'épargne. Imaginez que notre argent soit uniquement accessible de manière électronique. Il serait facile effectivement de taxer nos dépôts par un taux négatif sans qu'on puisse effectivement retirer notre argent de nos comptes. Dépendre aussi complètement de moyens de paiement électronique et ne plus avoir accès au cash permettrait aussi évidemment au secteur bancaire d'augmenter le coût des comptes bancaires de manière absolument non limitée puisqu'il n'y aurait aucune autre alternative. Et un élément clé aussi du cash, c'est qu'il permet de protéger notre vie privée parce que c'est un moyen qui permet des paiements anonymes. Et ce n'est pas parce qu'on fait des paiements anonymes qu'on fait des paiements illégaux, c'est tout simplement le droit à la vie privée, c'est le droit à notre liberté d'utiliser notre argent comme on le souhaite. Et puis, point aussi important, c'est que le cash contribue à l'inclusion financière, tout simplement parce que le cash, c'est tangible.
Et il y a des études qui ont démontré qu'on n'a pas les mêmes réactions lorsqu'on utilise du cash que lorsqu'on utilise d'autres moyens de paiement électronique. Parce qu'une fois qu'il n'y a plus d'argent dans le porte-monnaie, c'est un signal clair que l'on ne peut plus dépenser. Alors, quels sont les arguments des anti-cash? Eh bien, c'est que l'argent liquide générerait de l'insécurité. C'est vrai que de temps en temps, la presse s'est fait l'écho des attaques béliers contre des distributeurs de billets. Donc, c'est un problème qu'on ne peut pas régler, notamment les distributeurs de billets qui sont installés directement dans la rue. Mais c'est un petit peu oublié qu'en matière d'insécurité, ce qui pose problème en ce moment, c'est plutôt l'explosion des fraudes sur les paiements, notamment les paiements en ligne ou toutes les formes de phishing, donc toutes les formes utilisées par les fraudeurs pour capter l'argent notamment des particuliers. Et là, j'ai repris sur le graphique les derniers chiffres de l'évolution du phishing qui, comme vous pouvez le voir, ont absolument explosé en 2020. Et donc, c'était un graphique qui était préparé par Testachat et Testachat aussi qui s'est rendu compte que les techniques effectivement d'hameçonnage des particuliers étaient devenues de plus en plus sophistiquées. Donc, ce n'est pas simplement des gens peu attentifs qui se faisaient avoir. Et puis, dernier point, c'est quelques autres arguments utilisés par les anti-cash, c'est que le cash coûte cher, c'est vrai, on ne peut pas le nier, manipuler l'argent liquide parce qu'on doit passer par des convoyeurs de fonds, parce qu'il faut trier les billets, il faut les renvoyer à la Banque nationale, effectivement vérifier la qualité des billets, s'il n'y a pas de faux billets, etc. Tout ça a évidemment un coût. Mais quand on parle du coût du cash, les banques évoquent évidemment que le coût du cash pour elles-mêmes. Elles oublient qu'il y a d'autres parties prenantes dans le système de paiement. Et ça se saurait que si le coût des cartes était gratuit pour les utilisateurs. Les cartes, avoir accès à une carte peut être payant. De la même manière qu'à chaque fois que l'on fait un paiement par carte, les commerçants ne reçoivent jamais 100% de la somme de l'achat que l'on a fait puisqu'ils payent des commissions dites interchange qui sont reversées aux banques. Un autre argument utilisé par aussi les anti-cash, c'est que le cash ne serait pas hygiénique et pourrait même contribuer à la propagation du Covid-19. J'ai trouvé qu'effectivement, l'an passé, les banques étaient allées fort en utilisant cet argument puisque c'est vrai qu'on est toute une période où on n'était pas très sûr des moyens de propagation du virus, donc tout le monde était un peu prudent. Mais en fait, les organismes de santé, notamment l'OMS, a effectivement contrecarré cet argument. C'est qu'il n'a jamais été démontré que l'usage de l'argent liquide était un moyen de propagation du virus. Et enfin, un des derniers arguments utilisés, c'est que le cash favorise l'évasion fiscale, le blanchiment d'argent, le financement d'activités illicites. C'est vrai, ça, on ne peut pas le nier, ça existe, mais c'est oublié aussi un peu vite que les plus gros scandales de blanchiment d'argent et d'évasion fiscale passent par le système financier, notamment par la mise en place de systèmes complexes comme révélé par les Panama Papers, par exemple, qui c'est quand même un des gros scandales d'évasion fiscale vécu ces dernières années, en tout cas révélé ces dernières années. Et sans oublier aussi les grosses opérations de blanchiment d'argent, telles qu'ils ont été pointés du doigt aussi chez Danske Bank, notamment dans sa filiale estonienne, ou ING, qui s'est fait taper sur les doigts plus d'une fois aussi pour ne pas avoir été suffisamment vigilant en laissant passer des opérations de blanchiment d'argent, voire, pas forcément pour ING, mais certaines banques aussi n'ont pas été que passifs dans des opérations de blanchiment d'argent. Voilà, donc je ne veux pas monopoliser la parole au-delà de ce que je viens de dire, mais je serai en tout cas ravie d'échanger avec vous sur ces questions. Donc voilà, quelques éléments pour discuter. Merci beaucoup Anne. J'espère qu'on m'entend un tout petit peu mieux que tout à l'heure.
Donc, effectivement, on remarque que les arguments anti-cash sont quand même facilement démontables, voire retournables directement vers ceux qui les formulent. Ben, peut-être justement, concernant cette circulation d'argent de manière anonyme, notre vie privée, etc., peut-être qu'on peut justement avoir ce regard croisé avec l'ardoise, qui est une monnaie locale, avec Nathalie Remacle, qui est une des cofondatrices de cette monnaie locale qui tourne sur une dizaine de communes entre Semois et Lès. Nathalie, bonjour. Est-ce que tu peux nous expliquer globalement le principe d'une monnaie locale, en quoi ça peut participer ben justement à cette accessibilité bancaire aussi peut-être, à cette anonymisation de nos dépenses, et puis peut-être un tout petit historique sur la monnaie locale. Oui, eh bien, bonsoir à tout le monde. Je vais peut-être commencer simplement par l'historique de notre parcours de l'Ardoise. C'est au départ deux personnes qui se sont rencontrées suite à la projection du film Demain, qui se sont dit c'est un moyen de recontrôler notre façon de dépenser et notre façon d'approcher le secteur économique, notre vie quotidienne. Et à partir de là, on s'est rassemblés donc en 2016, au printemps 2016, pour essayer de mettre sur pied cette monnaie locale. L'ASBL a été créée en 2018, donc vous voyez tout le chemin qu'on a dû faire pour tâter le terrain, voir ce qui était faisable ou pas. Et puis, on s'est lancé dans l'aventure, on a créé nos billets, on les a fait imprimer et ils ont été mis en circulation en novembre 2018. Alors, depuis lors, je peux vous dire qu'actuellement, il y a à peu près 42 000 ardoises qui circulent sur le territoire de l'Ardenne méridionale et un peu plus, puisqu'on s'est étendu sur Neufchâteau et Libramont. L'Ardenne méridionale, pour rappeler, ça comprend plusieurs communes. Il y a Herbemont, Bertry, Bièvre, Vresse-sur-Semois, Jeudine, Paliseul, Ouellin, Bertry et Libin. Voilà. Et là, je pense que je n'ai oublié aucune commune. Et notre motivation par rapport justement à cette utilisation du cash, elle est bien présente. Parce qu'on se rend compte que c'est vraiment, comme l'a dit Anne, vraiment un outil public, un bien public, et qui nous permet d'avoir justement ce contrôle de notre bourse, tout simplement, de se dire, voilà, on sait ce qu'on a à dépenser, on sait chez qui on peut le dépenser, et notre soutien en plus derrière, c'était vraiment de soutenir le commerce local. Donc voilà en gros ce que je peux vous dire sur l'Ardoise. La circulation du cash est aussi limitée puisque c'est une monnaie locale. Elle est uniquement destinée à ce territoire. Elle ne va pas au-delà puisqu'elle n'aura pas la même valeur. Enfin, si, ça garde la même valeur. Donc, je rappelle, une ardoise chez nous vaut 1 euro. Ça suit vraiment le cours. Et chaque territoire, enfin, maintenant qu'il y a plusieurs monnaies, chaque territoire essaie de garder cette valeur monétaire pour son propre territoire. Peut-être qu'à l'avenir, on pourra imaginer que ça se répande plus. Donc, nos ardoises n'ont valeur que dans les communes avec les partenaires qui acceptent d'utiliser cette ardoise. Donc, c'est-à-dire que vous allez vous rendre à Ciney, si vous n'avez pas de commerçant qui accepte l'ardoise, bien entendu, ça ne passera pas. Chez eux, c'est une autre monnaie locale. C'est l'épilogue. Non, j'ai un trou. Excusez-moi. Voilà, je ne reviens pas dessus. Mais par exemple, vous verriez dans le sud, en Gaume, là, c'est l'épilorin qui a son cours. Vous iriez sur Namur, là, c'est le Lumsou. Vous iriez sur Liège, là, c'est le Valeureux. Donc, voilà, chaque territoire a sa monnaie locale
qui vraiment défend ces valeurs de cash. Alors voilà, donc moi je me présente, je m'appelle Louis, je travaille chez Financité, je suis donc la collègue de Anne qui a pris la parole au début d'exposé. Du coup, nous, en fait, on organise des campagnes chaque année chez Financité. Et cette année, l'année passée et encore cette année, on mène la campagne Banque dehors les seniors. Alors, pourquoi cette campagne ? Donc, en fait, Anne en a parlé tantôt. Il y a une diminution du nombre de billets depuis quelques années. On parle de la disparition du cash. Il y a aussi les agences qui ferment de plus en plus leurs portes, et encore plus maintenant avec la crise sanitaire. Et donc, cette transformation, en fait, du paysage bancaire, c'est dû à la digitalisation qui a des conséquences sur une certaine partie de la population. Donc, pour des personnes qui sont nées, je vais dire, avec un ordinateur dans les mains, ça ne pose pas de problème parce qu'elles ont toujours été habituées à la banque digitale, en tout cas depuis qu'elle existe. Mais pour des personnes plus âgées, mais pas que, ça pose des problèmes et ça a vraiment des conséquences négatives sur leur autonomie bancaire. Et du coup, ça, on en a pris davantage conscience chez Financité avec l'étude qu'on a menée en 2019 sur l'impact de la digitalisation à marche forcée des services bancaires sur les seniors. Et alors, c'est pour ça en fait, qu'on a décidé de faire cette campagne l'année passée, parce qu'on voulait vraiment dénoncer en fait, cette problématique. Je vous ai mis des petits chiffres plus bas dans le petit encart vert foncé. Et donc, voilà, on voit en fait que les chiffres parlent d'eux-mêmes. Donc, je lis avec vous. En 2019, le baromètre de la maturité numérique des citoyens-citoyennes wallons-wallonnes révèle que si 58% des 60-69 ans wallons-wallonnes effectuent des opérations bancaires ou de bourse par Internet, elles ne sont plus que 27% chez les 70 ans et plus. Donc, voilà, on voit vraiment l'ampleur de la fracture numérique en fait, chez les personnes âgées. Du coup, moi maintenant, j'avais envie de vous faire un petit retour en fait, de la campagne qu'on a commencée en juin 2020. Du coup, cette campagne en fait, s'est déroulée en plusieurs phases, en plusieurs actions. Je vais revenir sur les actions une à une. Donc, la première action, c'est une enquête qu'on a fait auprès des banques. Donc, on a envoyé un questionnaire aux 13 banques qui proposent des comptes courants en Belgique pour connaître leur position en matière d'accessibilité et d'usage des services bancaires, ainsi que les mesures d'accompagnement de leurs clients-clientes de plus de 65 ans. Je ne vais pas revenir sur tous les résultats de l'enquête, mais en tout cas, je vais vous expliquer les 3 principales conclusions. Donc déjà, on a remarqué que 25% des clients-clientes des banques ont plus de 65 ans, donc d'où l'importance de prendre leurs besoins en considération. Alors, on a remarqué aussi qu'en fait, si vous ne passez pas au digital, vous payez le prix fort. En fait, c'est ça qu'on comprend dans les tarifs des banques, parce qu'on remarque que les tarifs pratiqués sur les opérations hors Internet révèlent la non prise en compte d'un public en fracture numérique. Par exemple, chez ING, si vous voulez faire un virement en agence, donc de manière manuelle, vous payez pratiquement jusqu'à 10 €. Alors que si vous le faites via Internet, vous ne payez rien. Maintenant, il y a certaines banques qui, je vais dire, sortent un peu du lot, comme par exemple Belfius et Crélan. Par exemple, chez Belfius, si vous avez 70 ans et plus, vous avez la possibilité de recevoir chez vous gratuitement vos extraits de compte et de faire des virements en agence aussi de manière gratuite. Et chez Crélan, c'est plus ou moins la même chose, mais là, c'est à partir de 65 ans. Donc, voilà un peu pour les principales conclusions de cette enquête. Alors, ensuite, en octobre, on a mené des groupes de discussion partout en Belgique francophone. Donc, au total, 7 groupes ont été menés. Le but, c'était vraiment d'écouter les témoignages des personnes âgées et de récolter leurs idées de revendication pour alimenter le plaidoyer dont je vous parlerai dans quelques minutes, même plutôt quelques secondes.
Alors, ensuite, en décembre, on a fait une action carte postale. Donc, on a envoyé des cartes postales aux seniors qui désiraient participer à cette action. Et alors, le but, c'était qu'elles écrivent en fait en témoignage au verso de la carte postale. Et alors, au recto de la carte postale. Et alors, au verso, il y avait un petit mot adressé à notre Premier ministre. Et alors, elle pouvait signer et ensuite renvoyer ces cartes. En total, il y a plus de 800 cartes qui ont été envoyées à notre Premier ministre. Donc, ce qui est vraiment pas mal. Ensuite, en mars, on a sorti 3 podcasts. Donc, pour chaque podcast, en fait, on avait un ou une experte qui intervenait, ainsi qu'une personne âgée. Les 3 podcasts ont eu des sujets différents. Donc, par exemple, pour le podcast « J'ai mal mon portefeuille », on traitait des tarifs qui explosent dans les banques lorsqu'on ne passe pas à la banque digitale. Pour le podcast « J'ai perdu le contact », ça, on parlait de la disparition des agences bancaires. Et alors, pour le podcast « Je ne suis pas un vieux fossile », on parlait des stéréotypes qui sont que les banques en fait mettent sur les personnes âgées et alors les inégalités d'accès aux technologies auxquelles font face les personnes âgées. Voilà. Alors maintenant, actuellement, on est en travail de plaidoyer. Donc c'est Anne qui a pris la parole tantôt, qui travaille là-dessus. Le but en fait de ce travail de plaidoyer, c'est de réformer le cadre législatif et réglementaire relatif aux comptes bancaires et instaurer en Belgique un compte bancaire qu'on appelle chez nous, chez Financité en interne, compte bancaire universel. Le but de ce plaidoyer, c'est vraiment d'amener nos revendications au pouvoir public pour essayer d'avoir un changement et d'amener plus d'accessibilité bancaire en fait, dans notre société, tout simplement. Les revendications de ce plaidoyer, en fait, on peut les résumer, je vais dire, en 2 points. Donc, je vais d'abord parler de la première revendication donc, qui est à gauche, je la lis avec vous. Les banques doivent garantir à tout un chacun l'accès et l'usage d'un compte courant assorti d'un certain nombre de services permettant d'effectuer des opérations courantes, mais aussi en accès à leur argent sous forme d'espèces. Donc alors, en fait, je vais repartir, pour vous expliquer un peu cette revendication et que vous la comprenez, je vais repartir un peu du service bancaire de base qu'on a ici en Belgique. Alors, je ne sais pas si tout le monde voit ce que c'est, donc je vais un peu le réexpliquer. En fait, le service bancaire de base, il est destiné aux personnes qui sont dans l'impossibilité de disposer d'un compte à vue auprès d'une banque. Et donc, dans ce cas-là, ces personnes-là peuvent aller dans n'importe quelle banque qui doit, du coup, doit proposer à ces personnes en service bancaire de base. Et donc, ce service bancaire de base ne peut pas être refusé. Et alors, ce service bancaire de base, en fait, c'est un peu, si vous voulez, comme une sorte de compte, de compte à vue, où vous avez une carte de débit. Et alors, le service bancaire de base vous permet de faire des opérations bancaires classiques, comme faire vos virements, faire des domiciliations, des ordres permanents, retirer de l'argent, etc. Et le tarif pour ce bancaire de base, il est de 16,34 € par an. En payant 16,34 € par an, vous pouvez faire les opérations bancaires de manière illimitée si vous avez la banque Internet. Mais si vous n'avez pas la banque Internet et donc que vous allez à chaque fois en agence pour faire vos opérations, vous avez droit à un nombre maximum de 36 opérations manuelles. Et du coup, en fait, je vous parle du service bancaire de base. Pourquoi ? Parce que chez Financité, nous aimerions pousser les politiques à réfléchir à une idée un peu semblable de ce qui existe déjà du coup pour le service bancaire de base, mais qui serait du coup ce qu'on appelle, donc, comme j'ai dit en interne chez nous, un compte bancaire universel en Belgique. Donc, ce compte bancaire universel en Belgique, je reprends les points que j'ai mis là du coup sur ma diapo. Ce serait un compte qui permet d'effectuer toutes les opérations classiques de manière illimitée. Donc, contrairement au service bancaire de base, ce qu'on voudrait, c'est que les personnes qui font leurs opérations de manière manuelle puissent les faire de manière illimitée en payant un certain tarif
voilà, pour ce package-là. On voudrait que ce compte bancaire universel, du coup, soit ouvert à toute personne qui le demande et que les personnes, du coup, qui bénéficient de ce compte puissent effectuer des opérations selon plusieurs canaux, donc pas seulement par la banque Internet, mais également en allant en agence, etc. Et dont le tarif est un tarif tout compris, et ce, quel que soit le ou les canaux choisis par la titulaire du compte. Donc voilà un peu pour les idées que Anne est actuellement en train de rédiger. Voilà, c'est ça en fait notre proposition de manière résumée. Alors la deuxième revendication, c'est que chaque titulaire d'un compte bancaire doit pouvoir aisément accéder à son argent sous forme liquide en ayant accès à un distributeur de billets. Donc pour cela, il convient d'installer des distributeurs en nombre suffisant dans tout le pays avec une répartition équitable en tenant compte des critères objectifs, en impliquant les représentantes des usagers, usagères et les élus locaux, locales, et sous la supervision de la Banque nationale de Belgique. Donc l'idée, c'est que ce ne soit pas juste la banque qui, de manière arbitraire, dise, voilà, il faut un distributeur tous les X kilomètres et à tel endroit, mais c'est qu'on demande vraiment aussi l'avis à la population, tout simplement. Du coup, pour cette revendication-là, il convient également de créer un fonds de compensation supervisé par la Banque nationale de Belgique, dont le rôle serait d'assurer une juste répartition des coûts d'implantation et de gestion des distributeurs de billets entre les banques en fonction de leur part de marché respective, et alors d'interdire la facturation de frais de retrait ou de dépôt d'argent dans les distributeurs. Donc voilà, c'est en tout cas notre prise de position, c'est celle-là, et c'est celle qu'on aimerait transmettre dans les jours, dans les semaines qui arrivent aux députés et au cabinet du ministre de l'économie, qui, espérons-le, voilà, feront bouger les choses au fur et à mesure. Voilà pour ma présentation. Je ne sais pas si à Bertry, l'histoire du son s'est réglée. Si c'est le cas, je donne la parole à Arlette, qui, comme je l'ai dit, devait nous revenir sur des témoignages et une mise en contextualisation. Donc ici, moi je fais partie du conseil d'orientation au Centre culturel de Bertry. Et lors d'une réunion, nous avons constaté, j'ai émis l'idée qu'il fallait réagir par rapport à ce qui se passait, par rapport aux banques. Ça se passait il y a 2 ans. Et suite à cela, évidemment, c'est freiné par la période Covid, bien sûr, mais suite à cela, j'ai interrogé pas mal de personnes et j'ai pris pas mal de contacts avec des communes, avec des banques au niveau local et au niveau national. J'ai aussi eu des témoignages directs de personnes âgées, et donc c'est de ces personnes que je vais vous parler. Je donne quelques exemples et après je ferai quelques réflexions. Qui est âgée de 80 ans, eh bien, elle me dit, voilà, moi je ne sais plus rien faire, je n'ai pas de PC, je vais devoir demander à mes enfants de gérer mes comptes, ça ne m'intéresse pas, j'ai envie d'avoir une vie privée, j'ai envie de gérer les choses moi-même et d'être autonome, je n'ai pas envie qu'on ait un regard sur mes comptes. Voilà. Une autre personne de 78 ans me dit, voilà, j'utilise l'ordinateur, mais je ne suis pas douée. Alors voilà, je fais des erreurs, j'ai cliqué sur quelque chose qu'il ne fallait pas, j'ai perdu 250 €, je n'ose pas en parler à mon mari. Une autre qui me dit, mon père est veuf depuis 15 ans, il a 55 ans, c'est moi qui assume tout, il ne sait rien faire avec l'ordinateur. Pourtant, c'est un indépendant. Alors, une autre personne qui me demande, dans le SAS d'une banque ici, qui me demande de retirer de l'argent liquide pour elle, elle me tend sa carte et elle veut me donner son code. Et je dis, madame, elle me dit, mais je vous connais, donc je vous fais confiance. Je refuse son code et je demande à cette dame comment elle a fait les fois précédentes. Elle me dit, mais je fais comme ça, j'ai demandé à quelqu'un qui passait. OK. Une autre, 95 ans, qui gérait encore tous ses comptes. Maintenant, c'est terminé. Un monsieur qui allait, et là, on le voit, un monsieur qui allait 10 fois suivre 10 séances à l'espace public numérique
et qui abandonne, il n'en peut plus. Je pourrais multiplier évidemment les exemples, j'en ai des dizaines, puisque j'ai interrogé des dizaines de personnes, mais je ne vous donne que quelques échantillons. Évidemment, ici, je ne vous parle que des personnes qui sont en difficulté. Il y a des seniors qui se débrouillent très bien, bien sûr. Alors, je suis un peu parole pour ces personnes en difficulté. C'est vrai que ces personnes sont seules devant l'ordinateur. Elles ont parfois même acheté un ordinateur exprès pour leurs opérations bancaires. Elles ont acheté des ordinateurs qui ne leur conviennent pas, des ordinateurs qui ne sont pas adaptés, et finalement, on se retrouve avec une multitude de problèmes. Elles ne savent pas si elles doivent ouvrir, si elles doivent donner les infos, etc. Donc, ça, c'est une première chose. Une deuxième, c'est que les personnes ici, en tout cas dans la région, doivent faire jusqu'à 15-20 km pour venir dans une banque. Des personnes viennent de Bouillon-sur-Bertry, des personnes viennent de Palaiseul-sur-Bertry. Je donne des exemples, hein, je ne suis pas exhaustive. Alors, donc, je dis, mais comment font ces personnes? Eh bien, elles font appel à leurs enfants quand elles en ont, s'ils sont à proximité et s'ils acceptent de leur apporter de l'aide. Si ce ne sont pas les enfants, ça peut être aussi les voisins. Donc, la confiance, il faut l'accorder aux voisins qui doivent être disponibles pour faire ces différentes opérations. Témoignages aussi d'aide familiale qui sont très bien, qui sont très mal prises avec ce système aussi. Et il n'y a pas que les aides familiales, il y a d'autres services donc, qui passent dans les maisons, par exemple, et qui sont appelés à faire les opérations bancaires. Dans les espaces publics, la discrétion n'est pas vraiment assurée et les gens demandent de l'aide dans les espaces publics. Un autre point, c'est l'achat de matériel. C'est vraiment un coût élevé pour certains. L'ordinateur, le smartphone, on est forcé, presque poussé à acheter tout ce matériel. Il faut payer le Wi-Fi, les antivirus, les entretiens, avoir un ordinateur adapté. Enfin bon, voilà des coûts importants. Un autre souci, c'est l'utilisation concrète. La dextérité des seniors n'est plus toujours suffisante. Ça va trop vite. Les compétences acquises, bon, là, évidemment, Louise en a parlé tout à l'heure. On n'est pas né, les seniors, on n'est pas né avec un ordinateur dans les mains. La vue pose problème aussi. La rapidité, donc, comme je disais tout à l'heure, le simple clic et c'est parti. Une personne me disait, elle a payé 2 fois quelque chose, mais il a fallu 2 mois pour qu'elle récupère la deuxième somme versée indûment. Ce qui fragilise aussi les seniors, c'est le langage, le lexique numérique. Ce lexique numérique en anglais qui défavorise aussi les personnes qui utilisent l'ordinateur pour le système bancaire et pour autre chose. Alors, j'en arrive aux effets. Les effets, eh bien, franchement, j'ai mes feuilles devant moi pour ne pas dire des mots que j'inventerai, mais tous, vraiment des mots que j'ai entendus. Le mot qui revient le plus, c'est peur. Nous avons peur d'utiliser cela. Nous stressons. Alors, j'entends détresse, désarroi. Et moi, je fais cette petite réflexion. Le stress étant la porte ouverte à toutes les maladies, à beaucoup de maladies, pardon, eh bien, on en crée, je crois. Un autre effet, sentiment, c'est le sentiment de honte. Je ne suis pas capable, et puis je me trompe, et on n'ose pas dire qu'on s'est trompé, qu'on a fait des erreurs. La perte d'autonomie, de liberté, je l'ai déjà souligné dans les exemples tout à l'heure. La solitude, on est chez soi, enfermé dans le lieu de vie, et on a des contacts via les ordinateurs quand ça fonctionne, hein. Et puis, ou des contacts avec des algorithmes peut-être aussi. Alors, j'évoque aussi un autre effet, c'est l'endettement. J'ai évoqué tout à l'heure le coût de ce genre de procédé. Et il suffit de questionner au niveau des CPAS et d'aller voir ce qu'il se passe au niveau de l'accompagnement en cas d'endettement. Personnellement, je me dis, il y a l'endettement d'un côté et de l'autre côté, mais ça c'est personnel, hein, je le souligne, l'engraissement des GAFAM et autres
associés. Donc, ces exclusions se vivent dans le domaine bancaire et dans les différents domaines. On ne les évoquera pas aujourd'hui, bien sûr. Alors, je termine pour ma part, pour ma petite participation, par des réflexions personnelles. Je retiens une phrase de Jean-Michel Merliot, qui lui-même est un spécialiste de la sécurité informatique chez I7. Il dit « Jamais je ne ferai une transaction bancaire depuis un téléphone mobile, smartphone ». Une autre réflexion de Jean-Claude Verset qui dit « Les applis bancaires mettent-elles nos comptes en danger ?» Je crois que Anne l'a évoqué tout à l'heure. Alors, je dirais aussi en deuxième réflexion, les écolos, il y a plus ou moins 40 ans, tiraient la sonnette d'alarme par rapport à l'écologie. Les enseignants tiraient la sonnette d'alarme il y a 30 ans par rapport à l'enseignement. Aujourd'hui, les seniors et autres, même les joyeux résistants, je crois, aujourd'hui, tirent la sonnette d'alarme. Je pense que tout le travail de Financité va dans ce sens et c'est excellent. Troisième réflexion, le numérique, je dis OK, s'il est au service de l'humain et non l'humain au service du numérique. Bien sûr, ça, ce sont des constats, ce sont des choses que j'ai glanées et que j'ai résumées très, très brièvement ici. Il ne suffit pas évidemment de constater, il faut passer aux actions. On entend le travail de Financité à travers Anne et à travers Louise, et d'autres personnes évidemment agissent sur le terrain. Je repasse la parole à Louise si elle le souhaite. Merci Arlette pour tous ces exemples. Du coup, moi, j'en avais fini pour ma partie. Donc, je propose de repasser la parole à l'animateur. Ah, Raphaël. Oui, voilà, c'est ça, Raphaël. Je pense qu'on a résolu une partie de nos problèmes techniques. En tout cas, merci beaucoup à vous deux, Louise et Arlette, pour cet éclairage. Je pense qu'on va passer directement aux conclusions de la soirée parce que, vu les conditions techniques, les questions-réponses risquent d'être très, très compliquées à gérer. Moi, je retiens deux grandes choses qu'on a sans doute appris ce soir. C'est de un, que la technique ne résout pas tout et ne remplacera jamais une salle remplie avec des vrais gens. Voilà, ça a été un peu compliqué ce soir. Je vous prie de m'excuser vraiment tous au nom de toute l'équipe. Je vois des techniciens qui ont ramé et qui sont en âge devant nous. Donc, merci à eux d'avoir fait un maximum pour régler ça. Et merci surtout à tous d'être restés avec nous aussi longtemps. Et la deuxième chose peut-être qu'on a appris ce soir, c'est que si les banques sont responsables de ces problèmes d'accessibilité bancaire et de disparition du cash, elles l'organisent peut-être elles-mêmes aussi. Et donc, c'est important qu'en tant que citoyen, on soit là pour se mobiliser. C'est important que Financité soit là et qu'ils continuent leur travail de recherche, de communication, de publication, et puis surtout de porter la voix de toutes ces personnes qui rencontrent des difficultés d'accessibilité à l'argent, aux banques en général. Et donc, on ne peut que leur souhaiter de continuer comme ça et qu'ils reçoivent un maximum de soutien d'un maximum de gens. Donc voilà, ça va être le moment de se dire déjà au revoir. Je voudrais juste... Non, les questions-réponses, ça va être un peu compliqué au niveau technique, donc je pense qu'on va y aller. Donc, je remercie évidemment très chaleureusement Anne Fillier et Louise Dubois de Financité pour leur présentation très éclairante et très claire. Merci beaucoup à vous. Je remercie évidemment Nathalie Remacle aussi qui est intervenue pour l'Ardoise Monnaie Locale, Arlette Dauby pour ses témoignages de terrain et son expérience très importante. Merci à l'équipe technique, ils sont encore en train de suer. Il y a du matériel qui a voyagé partout dans la salle ce soir, donc merci Didier et Alex. Merci à Jonas Dambourg de Financité qui était ici avec nous. Merci à Pascal Bouillon pour l'organisation de cette soirée. Et on espère vous retrouver très bientôt en vrai, ou alors avec des conditions techniques un petit peu plus simples. On tâchera de faire un petit montage pour le replay sans tous ces soucis techniques. Bonne soirée à tous et à très bientôt. Au revoir.